Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de communiquer avec la personne que je vous présente, qui est Marie-Claude Élie Morin, pour une raison bien précise. C'est que j'ai commencé la lecture d'un livre qui s'appelle It's Okay That You're Not Okay de Megan Devine. C'est une femme qui parle en fait du deuil. Puis elle parle du deuil comme de quelque chose qui n'a pas vraiment de place pour s'exprimer dans notre société. Donc, toutes les notions de deuil et de perte sont quelque chose qui doivent être comme muettes, dans le fond, dans la société, quelque chose qui est difficile à aborder. Et puis, je voulais en discuter avec Marie-Claude parce que, en fait, la lecture du livre m'a amené à réécouter pour la troisième fois son documentaire qui s'intitule La dictature du bonheur. Donc, je sais que Marie-Claude, tu t'es ben, évidemment questionné sur toutes le thème du bonheur dans la vie. Puis, comment on en fait, on dirait actuellement une espèce d'obsession. Donc, je voulais en discuter avec toi. Puis aussi, je voulais en discuter avec toi parce que je sais que tu es également une femme sans enfant Oui, et oui. que tu rêves d'avoir des enfants, mais que pour toi, en ce moment, c'est quelque chose qui est pas facile à vivre parce que tu vis des épreuves par rapport à ce cheminement-là. Donc, premièrement, est-ce que tu veux te présenter Oui, et ben bonjour. ben, Bonjour tout bonjour, le monde. puis nous indiquer un Oui. peu, nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à te questionner par rapport à tout ce qui est ce qui a rapport avec la quête du bonheur, qui est une espèce d'obsession dans la société actuelle. Ben, écoute, j'avais écrit un reportage pour le Québec il y a plusieurs années. C'est une commande qu'on m'avait faite sur l'industrie de la croissance personnelle. Ça a été comme un peu ça, tu sais, un petit point de départ. Mais c'est intéressant parce que tu parles du livre de Megan Devine puis du deuil. Puis le vrai déclencheur à l'écriture de La dictature du bonheur, qui est le livre là, qui a servi de tremplin au documentaire, là, c'était le décès de mon père. Oui. Mon père était coach en entreprise. C'était un adepte fervent de la pensée positive. C'était quelqu'un qui tenait un journal de gratitude, qui s'est intéressé très tôt à tout ce qui est justement croissance personnelle, développement de soi, etc. Et puis, c'était une philosophie fondamentale pour lui, mais en même temps, il était un peu enfermé là-dedans, dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour la vulnérabilité, Oui. pour la fragilité, Oui. pour exprimer des émotions qui sont plus difficiles. Oui. Et puis, ça a quand même eu comme conséquence que j'ai eu une relation assez tortueuse par moment avec lui. Il est devenu malade en 2008. Il y avait des tumeurs au foie, au pancréas qui ont évolué assez lentement. Et toute l'année 2012, je l'ai accompagné jusqu'à la mort, là, finalement. Puis ça a été une épreuve, certainement. Je pense que n'importe qui a déjà accompagné quelqu'un jusqu'à la fin, qui peut comprendre ce Oui. dont je parle. Et puis, ça a provoqué en moi une espèce de révolte contre la pensée positive et les messages sur le bonheur Oui. qui sont omniprésents dans notre société. Là, Oui. je veux dire, il y a des unes de journaux constamment qui nous disent que les gens heureux sont moins malades, Oui. que, tu sais, on a internalisé cette idée, par exemple, que le stress ou les émotions négatives peuvent causer la maladie. Oui. Sur Pinterest, sur Instagram, il y a partout des slogans très fatigants qui nous disent que le bonheur est un choix, que Oui. c'est juste une question d'attitude, Oui. alors il y a comme toute cette espèce de, puis sans parler du fait que c'est une industrie extrêmement lucrative, là on Mm. parle aux États-Unis de juste la vente de livres de croissance personnelle, c'est 11 milliards de dollars US par année, Oui. donc c'est
immense. Et c'est ça, moi, j'étais en colère contre ça. Je me rendais compte que il y a des épreuves dans la vie, dont le deuil et l'infertilité que je vivais aussi depuis plusieurs années à ce moment-là, qui ne répondent pas à la pensée positive. Tu sais, c'est ça, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler ou que tu peux réparer juste en ajustant ton attitude. Alors, c'est ça. J'ai mis mon chapeau de journaliste d'un côté. J'ai décidé de faire un peu une enquête sur les origines de cette pensée positive-là qui était partout dans notre société. J'ai découvert que c'était intimement lié, par exemple, au capitalisme, puis à notre façon d'envisager, par exemple, le développement toujours infini, là, tu sais, qu'on peut toujours être... C'est ça, qu'on peut toujours être mieux, qu'on peut toujours être plus riche, qu'on peut toujours être plus heureux. C'est comme une espèce de... Ça va main dans la main avec le culte de la performance, là, ce culte du bonheur-là. Pour avoir une vie réussie, faut être beau, faut être mince, faut être riche, puis il faut être heureux, surtout, tu sais. Alors, si t'es pas assez heureux, c'est comme s'il y a quelque chose qui cloche avec toi, tu sais. Et je pousserais même jusqu'à dire, si je veux faire le lien avec les femmes sans enfants, quand tu dis que tu n'as pas d'enfant, tout de suite on te demande pourquoi. Ah ben oui. Et si tu dis, par exemple, pour moi, par rapport à moi, j'ai des problèmes de fertilité, je suis infertile, tout de suite on dit, tu pensais à l'adoption. Ah oui. Donc, ce qui m'a interpellée, ce qui m'a poussé à aller écouter ton documentaire, c'est justement ça. C'est comme si on doit absolument trouver des solutions pour les femmes sans enfants pour qu'elles soient conformes au modèle que la société attend d'elles, c'est-à-dire qu'elles soient des mères. Oui. Donc, parce qu'il y a vraiment une pression une pression d'être mère pour les femmes et cette espèce d'équation pour être accomplie, il faut être épanoui pour comprendre même le sens de la vie. On va jusque là des fois en disant aux femmes sans enfants, tu passes à côté du sens de la vie. Si t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre vraiment le vrai sens de la vie, ce qui est cruel, vraiment, et faux. Alors, j'entends ce que tu dis, puis moi, je suis ton travail aussi depuis un bout de temps parce que je trouve ça tellement important de le souligner. Moi, j'ai énormément souffert de ça, cette impression que j'avais pas de place dans la société si je devenais pas maman, tu sais. Puis même je l'ai intériorisé beaucoup cette idée-là parce que la préoccupation de toute ma trentaine, là je viens d'avoir 40 ans, ça a été tu sais, si je suis pas maman, je serai qui, je serai quoi. Puis il y a beaucoup de souffrance liée à ça, tu sais, parce que il y a peu de modèles positifs, inspirants. Tu sais, j'ai souvent remarqué, par exemple, que la figure de la femme sans enfant dans la culture populaire, c'est toujours une figure négative. Tu sais, c'est la femme carriériste, pas de cœur, sèche, méchante, ou bien c'est la figure tragique de la femme infertile, tu sais, qui est en dépression finalement, puis qui a pas, tu sais, qui est inaboutie, qui est pas épanouie, tu sais. Tout à fait. Il y a vraiment quelque chose là à changer profondément, je pense, dans notre façon de concevoir les femmes sans enfants. Puis c'est vrai, puis ces phrases-là qu'on entend, c'est des phrases vides comme Everything happens for a reason. Je veux dire, c'est des phrases en fait qui sont dites parce que, puis je le dis avec le plus d'empathie que je puisse avoir. Je crois que c'est simplement un grand signe de malaise. C'est que les gens ne savent pas quoi faire avec le malaise que tu vis, la perte que tu vis, le deuil que tu peux vivre. Alors, pour ne pas avoir à faire face à l'ampleur des questionnements que les femmes sans enfants peuvent vivre, ben on leur sert ces phrases-là qui sont comme des phrases un peu toutes faites et qui
qui ont tendance à fermer la conversation plutôt que de l'ouvrir. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Complètement. Ben oui, quand quelqu'un te dit ça, ben y a rien qui arrive pour rien, ou peut-être que c'est mieux comme ça, peut-être que c'est la vie qui en a voulu ainsi, peut-être que tu as une autre mission à remplir. Tu sais, c'est comme qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu sais, là, il y a plus de place pour dire oui, mais moi je vis des choses difficiles par rapport à ça. Je trouve ça triste d'imaginer que j'aurais pas d'enfant, je verrai pas mon enfant grandir, je partagerai pas une vie de famille avec mon enfant ou mes enfants. Tu sais, c'est comme si faut l'escamoter, faut tout de suite mettre ça en dessous du tapis, tu sais, puis en effet, ce que tu dis est tout à fait vrai. Je pense que les gens sont mal à l'aise. Tu sais, ils ne savent pas quoi répondre. Puis devant la souffrance, c'est vrai qu'on est mal à l'aise souvent. Tu sais, on veut que ça arrête. Tu sais, on veut comme changer de sujet, ou on a peur d'aller là avec la personne. Tu sais, tandis que ce dont on a le plus besoin quand on souffre, c'est que la personne accepte de rester dans la tristesse avec nous un petit peu, tu sais, puis de nous tenir la main là-dedans, puis de dire, ben je suis là, tu sais, c'est inconfortable, puis je sais que t'as mal, mais je suis là avec toi, tu sais. Je suis là même si je sais pas quoi dire aussi. Oui! C'est pas grave de pas savoir quoi dire, juste de sentir qu'il y a quelqu'un avec nous, quelqu'un qui est là pour nous écouter. Puis qui essaie pas de nous réparer ou de nous trouver des solutions, tu sais, parce que c'est réparer ou trouver des solutions, c'est pas écouter, donc c'est mettre ses propres lunettes pour essayer de régler le problème de l'autre personne. Donc, mais tous ces questionnements-là, toute cette recherche-là que tu as faite sur, par l'entremise de ton livre et de ton documentaire, avec le temps, ça t'a mené à un nouveau projet. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Oui, c'est ça. Ben, je m'apprête à lancer un blog qui s'appelle Namaste Whatever. Alors, c'est un peu cette dualité-là. Tu sais, Namasté, en sanskrit, ça veut dire je salue le divin en toi. Puis Whatever, c'est comme parce que c'est pas toujours possible, là, tu sais, de saluer le divin en soi, puis d'être, tu sais, d'être dans l'élévation de la conscience, puis tout ça. Mais c'est un projet qui mijote depuis super longtemps, puis en fait, je me suis rendu compte quand j'ai publié La dictature du bonheur, puis quand j'ai fait le documentaire, dans les salons du livre, dans les conférences, les gens venaient me voir, puis ils me disaient oui, mais après, tu sais, comme genre, ils étaient contents que j'ai dénoncé ça, tu sais, mais ils me disaient tous, tu sais, il manque un espace où est-ce que on peut justement, tu sais, être accueilli ou apprendre à vivre avec la vulnérabilité, accepter qu'il y a des périodes difficiles dans la vie, puis que on peut pas en venir à bout juste en ayant une attitude positive. Alors, c'est ça, j'ai eu envie de créer ce blog-là, cette espèce d'espace-là où, tu sais, je blague un peu, mais je dis c'est comme de la croissance personnelle pour les gens qui sont allergiques à la croissance personnelle. Vraiment, je dois dire que je trouve que c'est vraiment nécessaire parce que tu sais, moi, je me suis beaucoup intéressée. La vulnérabilité, c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est quelque chose que j'ai de la misère à vivre dans ma vie. Donc, j'ai énormément d'admiration pour toutes ces femmes et ces hommes qui s'affichent dans leur vulnérabilité, entre autres sur les médias sociaux. Moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. C'est quelque chose auquel j'aspire à être capable de faire. Et tu le fais pourtant, tu sais, quand même, tout ton projet, c'est ça, tu sais. Mais bref, tu sais, je m'intéresse beaucoup, puis pour les personnes qui vont écouter cette entrevue-là, je sais qu'il y a des chercheurs américaines qui sont intéressés à ce sujet-là, dont Brené Brown qui fait un travail incroyable sur la vulnérabilité et la honte. La honte, oui. Donc, j'imagine quelqu'un que j'aime beaucoup, que son travail est vraiment fondamental, d'ailleurs, qui m'a beaucoup inspirée, tu sais, il y a Christine Neff aussi, qui est une autre, qui est vraiment intéressante, qui parle beaucoup de la compassion et surtout de l'autocompassion, tu sais, qui est souvent, parce que
sais, quand on éprouve des moments difficiles, souvent on a le réflexe de dire faut que j'arrête d'avoir de la peine, faut que j'arrête faut que je sorte de cette émotion-là le plus rapidement possible. Oui. Mais c'est un cercle vicieux parce qu'à force d'essayer d'en sortir le plus rapidement possible, on prolonge la souffrance, on l'aggrave même souvent. Tandis que des fois, quand on fait juste accepter que te dire ça va pas bien en ce moment, tu sais, puis il y a des émotions difficiles qui montent en moi, puis juste essayer de les laisser avoir leur place. Étrangement, on en sort comme plus rapidement. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans mon expérience personnelle, là. Il y a cet aspect-là aussi, mais en terminant, je veux parler d'un dernier aspect que j'ai retrouvé, dont Megan Devine parle dans son livre, c'est l'importance de se relier aux autres. Oui, la connexion. Dans la perte, dans le deuil. Donc, le deuil, ça nous donne souvent l'impression qu'on est seul au monde à vivre cette expérience-là, à cette intensité-là. Et quand on cherche sur le net, on lit sur le sujet, on se rend compte. Puis, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec les groupes Femmes sans enfants, c'est justement de permettre à des femmes sans enfants d'aller rencontrer d'autres femmes qui peuvent potentiellement être comme elles, qui peuvent les entendre, qui peuvent leur dire « Oui, moi je me sens comme ça, oui, je me reconnais dans ton expérience ». Donc, de se voir à travers l'expérience de l'autre, dans la rencontre en chair et en os, peut être absolument déterminant dans le cheminement du deuil. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est des êtres on est fabriqués pour être connectés les uns aux autres. Hein. Tu sais, je veux dire, au temps des cavernes, si on était éjecté du groupe, ben c'est notre survie qui était menacée. On a besoin. C'est parce que si tu n'avais pas accès aux produits de la chasse ou tu n'étais pas protégé par le groupe, ben tu étais exposé aux éléments puis tu mourrais. Puis je pense qu'il y a une partie de notre cerveau qui continue à être programmée pour ça, puis on a besoin de connexion avec les autres. Puis je pense aussi que le deuil, ben tu sais, je vais en parler sur mon blog, c'est un sujet sensible, mais j'ai perdu un bébé au printemps, tu sais, ça faisait 8 ans que j'essayais de tomber enceinte, puis ça a finalement fonctionné avec des traitements de fertilité, puis j'ai perdu le bébé à presque 5 mois de grossesse au mois de mai, tu sais, puis je te dirais que ce qui m'a sauvée dans les moments très, très noirs qui ont suivi, tu sais, dans les semaines qui ont suivi la perte, ça a été j'ai trouvé des forums, je me suis liée d'amitié avec des femmes qui vivaient la même chose que moi au même moment, tu sais. Puis cette connexion-là, à tous les jours, le fait de pouvoir s'envoyer des messages, de se parler, de partager ce qu'on vivait, ça m'a reconnecté au fait que mon expérience n'était pas unique, que ça arrivait beaucoup plus souvent qu'on pense, et que la souffrance fait partie de l'expérience humaine, tu sais. Puis malheureusement, on essaye de l'oublier, de l'ignorer, mais elle est là, puis elle fait partie de nous, puis je pense qu'on gagnerait à l'apprivoiser mieux. Ouais. Alors, je te remercie pour vraiment cette super belle discussion. Je rappelle le nom de ton blog qui va être lancé sous peu. J'adore le nom, c'est Namasté Whatever. Donc, prochainement, au courant du mois de septembre, tu vas lancer ce blog. Et j'invite tout le monde à aller écouter La dictature du bonheur, qui est disponible sur Internet. Et aussi peut-être à acheter le livre que tu as écrit, le livre du même titre, La dictature du bonheur. Et oui! Alors, merci beaucoup, Catherine Emmanuel. Merci à toi.